minutes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nous vivons actuellement une véritable révolution des vols dans l'espace. Des entreprises privées construisent des fusées, d'autres transportent des biens jusqu'à l'ISS et certaines permettent à des civils d'aller dans l'espace. C'est une véritable révolution. Les vols sont devenus beaucoup moins chers et plus fréquents. Les nouvelles entreprises du New Space cherchent à repousser les frontières de notre monde et de l'exploration spatiale. J'espère que de plus en plus de pays travailleront ensemble dans l'espace. Et il faut continuer pour étendre nos frontières. Le tourisme spatial nous proposera de nouvelles façons d'observer notre planète. Des personnes d'horizons très différents auront la possibilité de quitter la surface de la Terre et de voyager en orbite et peut-être même aller sur la Lune. Pour elles, ce sera incroyable. Elles auront une perspective totalement différente de notre planète et elles pourront réaliser leurs rêves. On a la chance de faire partie des premiers chercheurs qui monteront à bord de ces véhicules commerciaux. C'est pour bientôt. Je suis impatient. Un jour, nous vivrons peut-être ailleurs que sur la planète bleue. Il y aura des gens qui seront nés dans l'espace et qui vont y passer toute leur vie sans jamais être allés sur Terre. « 20 juillet 2021. Jeff Bezos participe à un événement historique. C'est l'un des hommes les plus riches du monde et le propriétaire de Blue Origin, une entreprise spécialisée dans l'astronautique. Il embarque à bord du premier vol suborbital touristique à atteindre une altitude de 107 km et à franchir la limite de l'atmosphère. Now, on how it felt, oh my God! My expectations were high and they were dramatically exceeded. Cette prouesse technologique ne dure que 10 minutes et 10 secondes. L'équipage, lui, flotte en micro-pesanteur pendant environ 4 minutes. Quelques jours plus tôt, le 11 juillet, Richard Branson, multimilliardaire et propriétaire de la société aérospatiale Virgin Galactic, a lui aussi participé à un vol suborbital et profité de quelques minutes de micro-pesanteur. I was once a child with a dream, looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship with lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful Earth. Ces deux vols spatiaux révolutionnaires ont émerveillé des millions de personnes et propulsé notre société dans une nouvelle ère, celle du tourisme spatial. What we're doing is not only adventure, but it's also important because what we're doing is the first step of something big. This is a big vision, but big things start small. Et dans cette bataille pour devenir le plus important acteur du secteur, SpaceX a décidé de frapper un grand coup. Quelques mois à peine après ces deux exploits, le 15 septembre, l'entreprise américaine lance Inspiration 4, le premier vol en orbite dont les passagers sont tous des civils. La fusée atteint 585 km d'altitude, bien plus que les vols suborbitaux précédents, et que la Station spatiale internationale.
l'équipage passe 3 jours en orbite autour de la Terre. Ce vol spatial est le premier de l'histoire à atteindre l'orbite terrestre basse, sans astronaute professionnel à son bord. Et ce n'est que le début d'une course effrénée pour ces sociétés privées. À terme, ce secteur en pleine expansion devrait permettre aux civils de voyager dans l'espace. Mais ce n'est qu'un petit aperçu du changement radical que notre monde connaît aujourd'hui, la conquête de l'espace par des entreprises. Actuellement, on vit une véritable révolution. On a pris conscience que l'espace avait de la valeur. Le secteur privé a commencé à s'y intéresser il y a 10 ans. C'était un nouveau domaine d'activité qu'on appelle maintenant New Space. Il permet de ne pas se limiter aux objectifs des agences spatiales, qui se concentrent sur l'exploration scientifique, et d'y inclure des activités commerciales. De cette façon, d'autres pays et leurs habitants auront accès à l'espace. C'est en ça qu'il s'agit d'une révolution. On vit vraiment une époque fascinante. Il y a de nouveaux protocoles médicaux, des panneaux solaires dans l'espace. Avant, ça relevait de la science-fiction. On en est encore aux prémices, mais le potentiel est énorme. On va découvrir des choses dont on ignorait l'existence. Dans le secteur du New Space, tout change très rapidement. L'émergence de nombreux acteurs privés accélère et multiplie nos tentatives pour coloniser l'espace. Cette révolution nous permettra un jour de vivre ailleurs que sur Terre et de devenir une espèce présente sur plusieurs planètes. Il s'agit du premier pas vers le statut d'espèce multiplanétaire. Quand cette première étape sera terminée, nous aurons dépassé le premier stade de notre histoire. Nous avons déjà opéré une transition. Au départ, nous étions une espèce endémique à la vallée du Grand Rift. Puis nous avons colonisé l'ensemble de la planète. C'était le premier stade de l'histoire de l'humanité. À la fin de celui-ci, nous sommes devenus une civilisation de type 1, c'est-à-dire que l'on a maintenant accès à toutes les ressources de sa planète. Une civilisation de type 2, elle, peut exploiter les ressources présentes dans son système planétaire. Et pour le type 3, dans la galaxie. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de laisser le type 1 derrière nous. Nous allons progressivement devenir une civilisation de type 2. Ça me fait penser à cette phrase de Tsiolkovsky, un scientifique russe. La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne reste éternellement dans son berceau. Ce sera un processus très long et qui évoluera comme sur notre planète. On commencera par une base sur la Lune. On y restera quelques jours, semaines ou mois, le temps de trouver un moyen de survivre dans cet environnement hostile. Petit à petit, on construira des bases lunaires plus complexes. Puis, on partira s'installer sur Mars.
Entre le lancement de Sputnik en 1957 et nos premiers pas sur la Lune, les technologies spatiales ont fait énormément de progrès. Et ça principalement grâce au gouvernement des différents pays. Les États-Unis et l'URSS voulaient chacun être les premiers sur la Lune. Ces deux nations ont réalisé des exploits. Mais quand la compétition s'est arrêtée, on a connu une période de stagnation. Le coût des programmes spatiaux n'a pas diminué entre 1970 et 2010. C'est incroyable quand on le compare aux progrès qu'ont connus d'autres domaines, comme l'informatique. Le prix des ordinateurs a drastiquement chuté entre 1970 et 2010, alors que leur puissance a été multipliée par 1000. Mais pas dans le secteur spatial. Tout a stagné. Et vers 2010, le Falcon 9 est entré en service. Le grand changement, c'est qu'il était réutilisable. Puis, on a mis au point un lanceur lourd réutilisable à 75% basé sur le Falcon 9. Et là, le coût des lancements spatiaux a été divisé par 5. On est passé de 9 000 € par kilo à 1 800 € par kilo. Please join me in welcoming Elon Musk. Hi. Hey. Okay. Ah, just so good. It's really crazy that we build these sophisticated rockets and then crash them every time we fly. This is mad. Emphasize how profound this is and how important reusability is. So reusability is absolutely fundamental. Elon Musk ne s'est pas contenté de faciliter l'exploration spatiale de façon extraordinaire ou de diviser le coût des lancements spatiaux par 5 au cours des 10 dernières années, alors qu'il n'avait pas évolué depuis 40 ans. Il a aussi initié une course à l'espace entre sociétés privées. La clé de ce bouleversement technologique se trouve dans la réduction des coûts de lancement, grâce à l'emploi de fusées réutilisables. Dans cette nouvelle compétition, de célèbres entrepreneurs comme Elon Musk et Jeff Bezos sont en tête avec leurs sociétés SpaceX et Blue Origin. En plus de ces géants de la technologie, d'autres entreprises se concentrent sur un autre nouveau marché émergent. Celui des petits lanceurs réutilisables qui pourraient permettre d'envoyer des nanosatellites ou d'autres engins légers dans l'orbite terrestre. PLD Space en fait partie. Cette entreprise est l'un des leaders européens dans la construction des micro-lanceurs. Raúl Verdú et Raúl Torres, ses cofondateurs, sont passionnés de fusées et fascinés par l'espace depuis toujours. Ce sont eux qui ont mis au point les Miura, des lanceurs réutilisables équipés de parachutes permettant la récupération d'un des étages de la fusée. On travaille depuis longtemps avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne. On a beaucoup de chance qu'elle nous apporte son soutien. On est l'une des entreprises qu'elle finance le plus dans le domaine des micro-lanceurs. Elle nous aide dans le développement des engins en eux-mêmes, mais aussi pour tout ce qui est d'ordre opérationnel. On travaille à la création du lanceur Miura 5, en partie réutilisable. Il comporte 2 étages, donc on doit mettre au point le mécanisme qui permettra leur séparation dans l'espace. C'est extrêmement complexe à concevoir. On se concentre sur le marché des satellites de petite taille. Ce lanceur peut propulser et mettre en orbite une charge utile de 300 kg. Le Miura 5 est le principal projet de PLD Space. Ce lanceur à 2 étages en partie réutilisable est conçu pour envoyer des satellites dans l'orbite terrestre.
Le premier étage de la fusée ne sera pas détruit. Il est doté de parachutes pour ralentir sa descente jusqu'à son amérissage. Après la séparation, le moteur du deuxième étage s'allume et le propulse jusqu'à atteindre l'orbite terrestre. Là, la coiffe s'ouvre pour permettre la mise en orbite de la charge utile, principalement composée de petits satellites. Le deuxième étage et la coiffe finiront par se désintégrer. L'étape la plus difficile au cours d'un tel processus, c'est la récupération du premier étage. PLD Space a mis au point un drop test impliquant un hélicoptère et un navire équipés d'une grue pour récupérer le propulseur d'appoint dans la mer. On a effectué des tests à vitesse subsonique à El Arenocillo, dans le sud de l'Espagne. On a aussi fait un drop test pour montrer sa capacité à être réutilisé et son comportement à l'amérissage. On utilise des parachutes à cause de la taille de notre fusée. Comme elle est petite, ça coûte moins cher que d'installer un moteur. On a fait un autre test très important qui a nécessité la présence d'un hélicoptère et de son équipage. Il y avait les 2 pilotes et une autre personne qui était chargée de lâcher le premier étage de Miura 5 depuis les airs. On n'avait encore jamais fait d'essai de cette ampleur. À chaque fois qu'on appuie sur le bouton, c'est dangereux à la fois pour l'opération et pour nous. On est conscient du danger et on travaille beaucoup pour minimiser les risques d'accident. Ça peut rapidement mal tourner. Le premier étage doit tomber relativement délicatement dans la mer. Une fois qu'il a améri, un navire se rend sur place et le soulève à l'aide d'une grue. Après, on récupère le propulseur d'appoint pour le remettre en état. C'est ce qui est compliqué avec les lanceurs réutilisables. Il faut récupérer l'engin en mer, retirer tout le sel qui s'y est incrusté et ensuite faire les réparations nécessaires. Heureusement, l'opération a été un succès, on est très satisfait. On est fiers d'avoir mis au point cette technologie très prometteuse pour les mini-lanceurs réutilisables. La réutilisation des engins est l'une des principales raisons du renouveau du secteur spatial. Cela permet d'atteindre l'orbite terrestre pour un coût bien moins élevé qu'auparavant. L'espace devient peu à peu de plus en plus accessible aux acteurs privés et promet de belles opportunités économiques. On parle beaucoup du New Space et de l'argent que ça pourrait rapporter. Mais il ne faut pas oublier les centaines de milliards qui sont générés en ce moment même par l'industrie des satellites. Il y a quelques années à peine, les satellites étaient aussi grands qu'un bus. Grâce aux avancées extraordinaires réalisées dans les domaines des logiciels et de la technologie, leur taille a été considérablement réduite. Aujourd'hui, certains pèsent moins de 10 kg. Ce sont des nanosatellites. Mais il en existe d'encore plus petits, les CubeSats. Il s'agit de cubes de 10 cm de côté pesant environ 1 kg. Nous allons vivre une époque où, à défaut d'avoir nos satellites personnels, nous aurons tous accès à des technologies satellites. Aujourd'hui, c'est déjà grâce à eux qu'on peut téléphoner et naviguer sur Internet. Mais bientôt, je pense que ce qui était autrefois l'apanage du gouvernement en termes de télédétection deviendra accessible au plus grand nombre. Les petits satellites sont déjà utilisés aujourd'hui. Nous nous en servons par exemple pour communiquer, connaître la météo, trouver notre chemin ou mener des opérations militaires.
et même pour détecter les départs de feux de forêt. C'est d'ailleurs dans cet objectif que l'entreprise Allen Space travaille sur son satellite Loomé 1. Les nanosatellites et les CubeSats sont les projets les plus nombreux dans le secteur du New Space. On en a mis au point et lancé 4 au cours des 8 dernières années. Grâce à eux, les sous-systèmes sont enfin standardisés. Au fur et à mesure de la fabrication, les sous-systèmes du CubeSat sont testés pour vérifier que tous les appareils fonctionnent correctement. Les essais sont réalisés dans une salle blanche, un espace totalement stérile à l'université de Vigo. Là, on est dans la salle blanche. C'est ici qu'on teste tous les sous-systèmes du satellite et qu'on les assemble. Je pense qu'il est temps d'installer le micrologiciel sur le circuit. C'est relié. C'est prêt. Téléchargement prêt. Micro-logiciel prêt. Ok, le micrologiciel, c'est bon. On va refaire un essai. D'accord. Une fois que tous les éléments ont été inspectés et validés, on peut commencer l'assemblage du satellite en lui-même. On relie tous les sous-systèmes entre eux et on les connecte. Et l'engin est enfin prêt à voler. Une fois en orbite, le satellite traque les feux de forêt et envoie un signal vers un poste de contrôle. C'est ici que les données envoyées par le CubeSat sont analysées avant que les pompiers soient alertés. On est en train de préparer la séquence de commande pour l'envoyer vers le satellite. Sa mission, c'est de détecter les débuts d'incendie qui se déclarent dans la nature et de les surveiller. On a conçu une charge utile composée d'appareils de télécommunication qui est reliée à des capteurs d'incendie ou des stations météorologiques un peu partout dans le monde. Quand un feu est détecté, ils envoient une alarme. Ensuite, on peut transférer ces données aux pompiers qui arriveront sur place mieux préparés. La révolution des nanosatellites a radicalement changé notre rapport à l'espace. Jusqu'à présent, la plupart d'entre eux tournaient autour de notre planète. Mais dans un avenir proche, ils pourront flotter en orbite autour de corps célestes plus éloignés, comme la Lune ou Mars. L'espace possède des propriétés intrinsèques très précieuses. La micro-pesanteur ou le fait que ce soit un environnement vide. On pourrait tirer profit de tous ces éléments et innover. Ça pourrait complètement changer la donne. L'orbite terrestre basse présente des caractéristiques spatiales très particulières. Elles offrent de nouvelles possibilités pour les chercheurs dans de nombreux domaines. De l'agriculture à la nanomédecine, en passant par la fibre optique, la pharmaceutique ou le brassage de la bière. De nombreux secteurs réfléchissent à la meilleure façon de tirer parti de toutes ces propriétés pour améliorer leurs produits sur Terre. Ces conditions uniques facilitent en particulier le traitement de certains matériaux comme les liquides, les gaz ou les gels. Dans l'espace, on peut aussi manipuler d'immenses structures lourdes sans effort. Nous pourrions peut-être commencer à y produire certains objets dans les années à venir.
On sait avec certitude que dans l'espace, en l'absence de gravité, on peut fabriquer de la fibre optique de meilleure qualité que sur Terre. Pour l'instant, ça coûte extrêmement cher. On pourrait peut-être créer une usine sur orbite pour en fabriquer en plus grande quantité. L'histoire se souviendra certainement de l'année 2017, car pour la première fois, des ingénieurs ont réussi à fabriquer un objet dans l'espace et à le rapporter sur notre planète. Dimitri Starodoubov dirigeait l'équipe scientifique qui a été la pionnière dans cette activité. Il travaille aujourd'hui pour FOMS. Notre programme de fibre optique fait de nous la première entreprise commerciale à avoir dégagé un bénéfice sur un objet produit dans l'espace. On a pu produire des fils et on a prouvé que la fabrication de fibres optiques en micro-pesanteur était bien plus efficace que dans un environnement soumis à la gravité. En tout cas, en ce qui concerne les fibres à base de Zi-blanc, qui est un verre fluoré. La microgravité permet de travailler dans des conditions de température plus homogènes et contrôlables pendant le traitement des matériaux. Cela permet théoriquement d'obtenir une meilleure qualité. La fibre optique produite à partir de nouveaux matériaux devrait pouvoir transporter un plus grand volume de données que celles fabriquées sur Terre. Espérons que cette prouesse ne soit que la première d'une longue série d'exploits qui sera réalisée dans le secteur industriel spatial. Aujourd'hui, l'espace nous offre un potentiel scientifique et commercial dont nous n'aurions même pas osé rêver il y a encore quelques années. Pour nous, la Lune est la prochaine étape. Nous y sommes allés pour la première fois il y a 50 ans et nous nous apprêtons à y retourner prochainement. L'objectif n'est pas une simple visite, mais une installation sur le long terme. Des entreprises du New Space se spécialisent dans le secteur minier, de l'approvisionnement, des transports et de la production d'énergie. Toutes espèrent que nous pourrons un jour nous installer sur notre satellite. Dans un avenir proche, les bases et les colonies lunaires ainsi que les expéditions sur la Lune deviendront plus fréquentes. Évidemment, il faudra y aller progressivement. La Lune possède un grand nombre de ressources. Plusieurs missions de la NASA et d'autres agences spatiales ont montré qu'il y avait de la glace dans les régions qui sont constamment à l'ombre. Nous savons désormais que la Lune abrite de nombreuses ressources qui pourraient se révéler utiles si nous voulons nous y installer de façon permanente. De nombreuses initiatives commerciales se sont développées récemment dans le but d'analyser et d'extraire toutes ces ressources. L'entreprise Lunar Outpost, qui fait figure de pionnière, a mis au point un rover lunaire destiné à l'exploitation minière. Le MAP est le premier rover commercial construit pour prospecter le sol lunaire dans le but d'y trouver des ressources. Il est capable de se déplacer à la fois dans les régions éclairées et ombragées grâce à un système de caméras très perfectionné. Dans l'avenir, on prévoit d'avoir toute une flotte de ces rovers et on pourra obtenir des relevés topographiques haute résolution de ces zones. Quand il se déplace et travaille, le MAP utilise deux systèmes pour être autonome à la surface de la Lune. Il possède un système basé sur des caméras qui scannent la surface du sol. Mais s'il se retrouve dans le noir ou dans des régions ombragées,
elles ne lui seront d'aucune utilité. On l'a donc équipé d'un lidar, un système d'estimation de la distance par laser. Il lui permet de voir et de se déplacer dans l'obscurité totale. Notre rover dispose aussi d'un spectromètre, capable d'estimer la quantité de ressources présentes à la surface du régolithe lunaire. Il a également un forêt pour analyser le sol en profondeur. En se déplaçant à la surface, le MAP va cartographier les ressources et superposer le résultat sur une carte topographique de la Lune. Je pense que d'ici 1 an ou 2, il y aura des robots sur la Lune. Et je ne parle pas de quelques rovers ici et là, je parle de flottes entières de véhicules comme le nôtre, qui étudieront la surface de ce satellite. Leur objectif sera de trouver les ressources qui nous permettront de coloniser l'espace durablement. Je suis impatient de voir ça. Pour extraire et exploiter ces ressources, il faut étudier attentivement les propriétés du sol lunaire. Mais nous ne pouvons pas nous rendre sur la Lune pour effectuer des analyses. Des instituts scientifiques du monde entier ont donc dû mettre au point des techniques ici, sur Terre. La Colorado School of Mines est l'une des plus réputées. Il y a quelques années, elle a décidé de miser sur l'exploration spatiale et a créé le Center for Space Resources. Ce département entièrement dédié à l'étude des ressources spatiales est unique au monde. Ángel Aboud Madrid en est le directeur. Depuis plusieurs années, il est à la tête d'un programme de recherche consacré à l'exploration de l'espace par les humains et les robots et à l'exploitation de ces ressources. Depuis 145 ans, la Colorado School of Mines est une référence mondiale dans le domaine des industries extractives. Il y a une vingtaine d'années, on a compris qu'on pouvait se servir de cette expertise pour identifier des ressources, les extraire et les exploiter ailleurs que sur notre planète. Nous avons fondé le Center for Space Resources à la fin des années 90. L'objectif était de mener des recherches dans ce domaine totalement nouveau. Les scientifiques de ce département étudient les propriétés des matériaux que l'on trouve dans les corps célestes, tels que la Lune, Mars ou les astéroïdes. Pour pouvoir exploiter le sol lunaire, nous devons en connaître les propriétés. Les chercheurs ont donc mis au point un test de pénétration afin d'analyser comment la sonde s'enfonce dans ce simulant de régolithe lunaire. La première étape consiste à préparer l'ersatz d'échantillons de sol pour recréer les conditions de température que l'on trouve à la surface de la Lune. Puisqu'elles peuvent descendre jusqu'à moins 230 degrés, il a fallu utiliser de l'azote liquide pour le refroidir. Là, c'est la phase de pré-refroidissement. On est encore en train de remplir le réservoir d'azote liquide. Et une fois qu'il sera plein, on pourra brancher ces tuyaux et les relier. Quand les conditions de température sont similaires à celles de la surface lunaire et que l'échantillon est gelé, le pénétromètre peut être enfoncé dans le régolithe pour étudier sa résistance. On utilise une sonde qui ressemble à un crayon en acier et on l'enfonce progressivement dans le sol. Cet échantillon, on l'appelle le régolithe. Pour faire simple, ça désigne le sol d'une autre planète. On regroupe tous ces petits cailloux ou grains de matière rocheuse sous le même terme. Tout ce qu'on fait, c'est enfoncer le pénétromètre dans le régolithe. Et quand on l'insère, on mesure les forces qui s'exercent à la fois verticalement et dans toutes les directions. Voilà, vous voyez, ça réagit. Ça monte à 40, 50, 60, et une fois qu'on atteint les 120 newtons, ça ralentit. Ensuite, on fait la même chose en retirant la sonde.
Ces recherches ont un objectif. On a besoin de comprendre comment se comporte le sol pour pouvoir se poser dessus, y puiser de l'eau ou y construire des bâtiments. Pour installer des infrastructures sur notre satellite, les scientifiques réfléchissent à l'utilisation d'appareils autonomes fonctionnant grâce à l'impression 3D. Ils se serviront du régolithe comme matière première et construiront les futures bases lunaires bien avant que les êtres humains s'y installent. L'impression 3D a totalement bouleversé le champ des possibles dans l'espace. Aujourd'hui, on peut fabriquer des bâtiments entiers. On peut utiliser des machines qui se serviront des matériaux qu'on trouve sur la Lune et créer des structures très complexes, sans avoir besoin de tout l'équipement qui était nécessaire il y a encore quelques années. Les scientifiques du Center for Space Resources travaillent d'arrache-pied pour mettre au point de nouvelles techniques d'impression 3D. Celles-ci utilisent l'énergie solaire pour fondre le régolithe et lui donner une nouvelle forme, ou en faire des outils. Et pour recréer au mieux les conditions à la surface de la Lune, les expériences sont réalisées dans une chambre à vide. L'impression 3D nous permet de transformer des matières premières comme ce régolithe en outils ou en matériaux de construction dont on a besoin pour vivre. Grâce aux expériences menées ici, nous apprenons à en faire des objets utiles. On va faire fondre le régolithe à l'aide de faux rayons de soleil. Je vais me servir de la lampe qui se trouve derrière moi, concentrer la lumière qu'elle émet et la diriger vers cet échantillon pour lui donner la forme voulue. Une fois le régolithe fondu, il peut être manipulé et modelé pour donner de nouvelles formes et créer tout ce dont nous pourrions avoir besoin, des outils ou les murs des futurs abris lunaires. C'est une technologie qui nous sera utile quand nous vivrons dans l'espace. Grâce à elle, nous pourrons concentrer la lumière du soleil et créer de nouveaux outils, des matériaux de construction et tout ce dont on aura besoin. On ne pourra pas les faire venir de la Terre. D'autres mondes, encore plus éloignés de notre planète, nous attendent. La Lune et Mars seront sans doute les premiers que nous coloniserons, mais ce ne seront certainement pas les derniers. Dans l'avenir, il y aura des êtres humains qui seront nés ailleurs que sur Terre et qui n'auront jamais visité notre planète. Ils considéreront peut-être la Lune ou Mars comme leur terre d'origine. Et ils n'assisteront sans doute jamais à un coucher de soleil derrière un horizon qui ne soit ni gris ni rouge. L'homme a marché pour la première fois ailleurs que sur un autre astre que la Terre, en 1969, quand il a posé le pied sur la Lune. Aujourd'hui, moins de 600 personnes ont eu la chance de pouvoir admirer la planète bleue depuis l'espace. Koichi Wakata en fait partie. En 2014, il est devenu le premier astronaute japonais à occuper le poste de commandant de la Station spatiale internationale. J'ai voulu aller dans l'espace et me lancer dans l'exploration spatiale parce que l'alunissage d'Apollo 11 à la télévision m'a fasciné. L'espace est un environnement extraordinaire. J'espère que de plus en plus de pays travailleront ensemble dans l'espace. Il faut continuer pour étendre nos frontières. Mon ami Alan Bean a participé à la mission Apollo 12 en tant que pilote du module lunaire. À son retour, il n'avait plus le même état d'esprit. Il ne s'est plus jamais plaint de la météo ou des embouteillages.
Il disait qu'il était heureux de voir que le temps changeait et qu'il était entouré d'êtres humains. Voilà ce qu'il se passe quand on voyage dans l'espace. On a un autre regard sur le monde. Et tous ceux qui en sont revenus s'émerveillent devant la beauté de notre planète, vue d'en haut. Le tourisme spatial est devenu l'un des secteurs privés les plus prometteurs. Grâce à lui, tout le monde aura bientôt la possibilité de quitter la Terre. Après des années remplies d'obstacles et de nombreux retards, cette industrie a pris son envol en juillet 2021. Ce mois-là, Blue Origin et Virgin Galactic, les deux plus grandes entreprises du secteur, effectuent les premiers vols spatiaux transportant des passagers. Les propriétaires multimilliardaires de ces deux sociétés, Jeff Bezos et Richard Branson, ont même une place à bord de ces engins. Pendant quelques minutes, ils profitent de la micro-pesanteur à la limite de notre atmosphère et du point de vue magnifique que ce voyage leur offre sur la Terre. Et ce n'est que le début de la course au tourisme spatial. 2 mois plus tard, SpaceX montre qu'elle compte bien l'emporter. L'entreprise lance alors sa propre mission, Inspiration 4, qui devient le premier vol orbital sans astronaute professionnel à bord. Peu de temps après, Blue Origin surprend à nouveau le monde entier et réalise le rêve de nombreuses personnes. William Shatner, l'interprète du capitaine Kirk dans la série Star Trek, prend place à bord de New Shepard. Il devient la personne la plus âgée de l'histoire à aller dans l'espace. Les civils qui iront dans l'espace ne feront pas seulement du tourisme. De nombreuses personnes auront la chance d'y aller pour différentes raisons. Pour la toute première fois, un film a été tourné en orbite. Un tel événement était inimaginable il y a encore quelques années. Un réalisateur et une actrice russe ont passé plusieurs jours à bord de l'ISS pour y tourner des scènes. Grâce au développement des vols spatiaux, nombreux sont ceux qui auront la possibilité d'atteindre l'orbite terrestre et la chance d'admirer la beauté de notre planète. Dans un avenir relativement proche, ceux qui ont toujours rêvé de voyager dans l'espace et de contempler la Terre pourront le faire. Il leur suffira d'embarquer à bord d'un des vols commerciaux de Virgin Galactic ou Blue Origin. Katie Holkin et Dan Durda sont deux scientifiques qui travaillent au Southwest Research Institute de Boulder aux États-Unis. Et ils font partie des heureux élus qui participeront au premier vol de ce genre. Dan Durda est passionné d'astronomie depuis sa plus tendre enfance. Il a piloté de nombreux avions, mais n'est jamais allé dans l'espace, même s'il a passé plusieurs années à l'étudier. L'un de ses rêves les plus fous, qui relevait autrefois de la science-fiction, est sur le point de se réaliser. En plus d'être chercheur, je pilote des avions. Avoir l'habitude de voler, c'est un avantage dans ce métier. Ici, au Southwest Research Institute, on a la chance de faire partie des premiers scientifiques qui monteront à bord de ces véhicules commerciaux. C'est pour bientôt. Je suis impatient. Comme Dan Durda, Katie Holkin rêve de devenir astronaute depuis toujours. Bientôt, elle pourra elle aussi découvrir cette sensation indescriptible que procure la micro-pesanteur. Je rêve d'aller dans l'espace depuis toujours. Je voulais devenir astronaute, mais ma candidature n'a pas été retenue.
Et ça, c'est un moyen de pouvoir réaliser des expériences scientifiques dans l'espace. Les deux scientifiques s'entraînent en effectuant des vols paraboliques en microgravité. Cela leur permet de se préparer à leurs futurs vols suborbitaux. L'accélération et les forces auxquelles ils seront soumis seront éprouvantes pour leur corps. On est vraiment impatients. Ça fait un moment qu'on se prépare. On a effectué des vols paraboliques pour reproduire des conditions de micro-pesanteur. Et on est monté dans une centrifugeuse qui simule des forces gravitationnelles plus élevées. Je suis impatiente d'aller dans l'espace. On passe dans des centrifugeuses pour ressentir les effets de l'accélération pendant le décollage et la rentrée atmosphérique. On est monté à bord d'avions à réaction militaire, comme le F-A-18 Hornet ou le Lockheed F-104, pour ressentir l'accélération. Ça permet aussi de se familiariser avec le poids de l'équipement qu'on devra transporter. Les premiers vols touristiques spatiaux seront probablement suborbitaux. Cela signifie qu'ils redescendront vers la Terre juste après avoir franchi la limite de notre atmosphère. L'idée, c'est de prendre de la vitesse dans l'atmosphère, que ce soit grâce à une fusée ou un avion-fusée. Puis, on monte en suivant une trajectoire parabolique jusqu'à ce qu'on atteigne la ligne de Kármán. C'est la limite de l'espace à environ 100 km d'altitude. Ensuite, la gravité prend le relais et nous fait redescendre vers la Terre en retraversant l'atmosphère. La durée de vol n'est pas la même si on est à bord d'une fusée ou d'un avion-fusée. Il oscille entre une quinzaine et une vingtaine de minutes. 3 entreprises se disputent la première place dans cette course aux prototypes de véhicules suborbitaux. Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX. Parmi elles, Virgin Galactic fait figure de pionnière. Elle a été la première à investir dans les vols suborbitaux. Virgin Galactic possède un avion spatial suborbital qui s'appelle le Spaceship Two et qui est transporté par un avion porteur. Le concept de base a été mis au point au début des années 2000 par Burt Rutan et son entreprise Scaled Composites. Il a eu des idées révolutionnaires en matière de design aéronautique. Les vols sont devenus beaucoup moins chers qu'auparavant et plus fréquents. Et quand la technologie a montré qu'elle était efficace, ça a donné une idée à Richard Branson et son entreprise Virgin. Ils ont décidé de fonder Virgin Galactic, de s'offrir les services de Rutan et de construire Spaceship Two pour permettre au grand public d'aller dans l'espace. L'entreprise britannique n'est pas seule dans ce secteur prometteur. Blue Origin, propriété du multimilliardaire Jeff Bezos, a également investi des sommes colossales dans le développement de son nouveau véhicule suborbital. Ces sociétés ont toutes les deux réalisé leur premier vol touristique suborbital en juillet 2021. Cependant, Blue Origin est la seule à avoir franchi la ligne de Kármán, qui se trouve à 100 km d'altitude. Elle est considérée comme la frontière de l'espace. Les vols suborbitaux ne nous offriront pas seulement une vue à couper le souffle sur la Terre. Ils permettront aussi de se rendre à l'autre bout du monde en moins d'1 heure. En effet, à cette altitude, la densité de l'atmosphère est extrêmement faible. Dans ces conditions, la traînée est quasiment nulle, ce qui permet d'atteindre des vitesses très élevées. On pourrait se rendre n'importe où en moins d'1 heure. Certes, une place à bord d'un vol Los Angeles-Sydney pourrait coûter 20 000 $. Mais ceux qui voyagent en première classe entre ces deux villes aujourd'hui paient déjà de telles sommes. Et pourtant, ils doivent quand même passer 18 heures dans l'avion. Là, ils arriveraient à destination en moins d'1 heure. Et pendant la moitié du trajet, ils seraient en micro-pesanteur dans l'espace. Et ils pourraient s'émerveiller devant le ciel noir parsemé d'étoiles. Et ça n'a pas de prix. C'est pour ça que je pense que ça se fera.
On aura la possibilité d'aller dans l'espace et de voir à quoi ressemble notre planète de là-haut. Ça va bouleverser l'image qu'on a de nous-mêmes et les relations qu'on entretient entre êtres humains. L'avenir est à portée de main. Une nouvelle ère est sur le point de commencer. Les êtres humains ne seront bientôt plus une espèce condamnée à rester sur Terre. Cette révolution spatiale finira par nous propulser loin de notre monde et nous coloniserons d'autres planètes. Bientôt, le ciel et ses étoiles ne seront plus notre limite. A-t-on besoin d'être une espèce multiplanétaire? Avait-on besoin de quitter la vallée du Grand Rift? Si on y réfléchit bien, au fond, les êtres humains ne viennent pas de partout sur Terre. Nous venons du Kenya. Nous sommes des animaux tropicaux. C'est pour ça qu'on a de longs membres et qu'on n'a pas de fourrure. À la base, aucune personne ne devrait être capable de passer une nuit d'hiver dans le Colorado ou dans le nord de l'Europe et de survivre. Pour vivre en dehors des régions tropicales, nous avons besoin de technologie. On a dû fabriquer des vêtements, qui sont une forme de technologie. On a construit des maisons, maîtrisé le feu. C'est grâce à toutes ces inventions qu'on est devenu une espèce planétaire. Peu à peu, nous allons apprendre comment devenir une espèce multiplanétaire. Pour s'assurer que nous ayons les meilleures chances de survie sur le long terme, nous devons nous diversifier et coloniser d'autres planètes. La Terre est le berceau de l'humanité, mais nul ne reste éternellement dans son berceau. C'est une métaphore très parlante. Le berceau, c'est là qu'un enfant développe les capacités motrices qui lui permettront un jour de le quitter et d'aller à l'école. Et la cour d'école, c'est le système solaire qui, lui, est notre porte d'entrée vers les étoiles.